Hello, on se retrouve aujourd'hui pour le 17e épisode de podcast et on va parler du fait de ne pas vivre dans son pays parce que du coup c'est mon cas. Je vis en France et j'ai toujours habité au Maroc et je suis née là-bas. Du coup, dans cet épisode, on va parler de plein de choses. On va parler de mon départ du Maroc, pourquoi j'ai choisi la France, qu'est-ce que ça fait de partir. On va parler de la transition culturelle, donc tout ce qui est adaptation à la culture, etc. De l'impact que ça a eu sur mon identité, de la relation que j'ai avec mon pays d'origine, donc le Maroc, après le départ. Et enfin, je vais vous donner des conseils si vous aussi vous souhaitez partir vivre ailleurs. Voilà, donc je vous annonce mon plan, ça change de d'habitude, mais je voulais vraiment que cet épisode soit assez structuré et j'espère qu'il le sera parce que je trouve qu'il y a pas mal de choses à dire et qu'il ne faut pas que je me perde dans tout ça. Bref, on peut commencer. Toujours pas de jingle, vous connaissez la chanson. Je pense que mon jingle, c'est le fait de dire que je n'en ai toujours pas. Bref, c'est parti, on peut commencer. Bon, tout d'abord, mon départ du Maroc. Donc, comment ça s'est passé? Pourquoi la France? C'est la question qui revient tout le temps. Donc, je vais commencer par parler de ça. Alors, pourquoi la France? C'est simple. Je pense que les Français, et ce n'est pas, c'est pas du jugement ou quoi que ce soit, mais juste vous oubliez un peu trop l'histoire. Vous nous avez colonisés pendant des années et vous avez, je dis vous, les Français de manière générale, vous avez créé ce qu'on appelle l'AEFE. Donc ce sont des établissements qui sont éparpillés partout au Maroc. Il y en a également, je pense, en Tunisie et en Algérie. Et en fait, ce sont des écoles françaises dans lesquelles on va suivre littéralement le programme français à la lettre et jusqu'au bac, c'est-à-dire que au moment du bac, moi j'ai été avec l'académie de Bordeaux par exemple, donc j'ai fait un bac STMG et j'ai fait littéralement le bac STMG 2018 ou 2019, je ne sais plus, de l'académie de Bordeaux. Voilà, enfin genre c'est littéralement la même chose. C'est juste que du coup au Maroc le niveau avant le bac, donc tout ce qui est les cours quoi, euh, en dehors des examens officiels, vont être un peu plus soutenus, plus durs, on va dire, qu'en France. Par exemple, quand je parle de la filière STMG, en France, on est genre, ok, c'est la filière poubelle, nan, 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 nan. Au Maroc, c'était pas du tout ça, genre, c'était vraiment dur. J'étais première de la classe, mais c'était compliqué Enfin, c'était plus compliqué qu'en France parce que du coup, le niveau est plus soutenu parce que on te prépare au fait de venir en France. Il faut que tu aies un niveau plus élevé que les Français pour pouvoir avoir la chance de faire tes études en France. Voilà. Je le mets d'un air assez ironique, mais c'est parce que bah, c'est. Enfin, voilà quoi. J'ai même pas à m'expliquer, c'est un peu. Voilà. Bref. Ça veut dire que du coup, je suis passée par Parcoursup, parce que c'était dans mon cursus, en fait, juste une fois arrivé en terminale, on avait des moments où on cherchait en fait nos études et on avait tous un compte sur Parcoursup. Libre à toi de partir ou pas, mais en tout cas, tu es de base dans le truc pour aller en France, tu vois. Bon, après, on va pas parler du fait que c'est assez ironique que derrière, on veut pas de nous quand on est là, mais en tout cas, tout nous pousse à venir ici. Voilà, c'est pour ça que je suis venue en France et c'est pour ça que il n'y a pas d'hésitation sur ça et qu'il y a autant de Marocains, de Tunisiens, d'Algériens qui sont en France, qui viennent de ce qu'on appelle, nous, chez nous, plus communément. Je pense que seulement les Marocains ou peut-être les Algériens et les Tunisiens vont comprendre la mission française. C'est assez marrant parce qu'en fait, on appelle chez nous les écoles françaises, on les appelle la mission française. Je vous laisse un peu réfléchir sur le sujet. La mission française, c'est quand même hyper... ouais, c'est la mission des Français de coloniser le Maroc et c'est resté en fait comme terme et aujourd'hui il est utilisé en fait par nous
Donc c'est assez marrant parce que moi, quand je suis arrivée en France et qu'on me disait mais t'étais où avant et que je disais j'étais à la mission française, on me regardait en mode la mission française? Ouais, on appelle ça comme ça chez nous, c'est la mission française. Bref, du coup, voilà, j'ai été toute ma vie depuis la grande section. J'ai passé un test avant d'arriver en grande section, pardon, pour rentrer dans la mission française. Et je l'ai réussi. Et depuis, je suis dans une école française. Du coup, c'est pour ça que je n'ai pas forcément d'accent, que je parle bien français. Voilà, c'est les questions qui reviennent le plus souvent. Et j'espère vous avoir éclairé sur ça. Bref. Alors, qu'est-ce que ça fait de partir? Partir, c'est très bizarre, mais en même temps, c'est hyper naturel. En fait, on nous a préparé depuis notre entrée à l'école française à partir du Maroc et s'installer en France. Du coup, c'est quelque chose que tu attends, quelque chose que tu sais que ça va arriver, mais une fois que ça arrive, c'est vrai que ça te fait un truc tout drôle. Perso, j'ai toujours été très euh, guidée, on va dire, dans ce que je faisais. C'est-à-dire que mes parents faisaient les courses, mes parents s'occupaient de mes problèmes administratifs, mes parents faisaient mes papiers, mes parents, bref. Et en fait, du jour au lendemain, bah, tu dois tout gérer seul et tu as 18 ans. Moi, pour ma part, j'avais 17 ans et j'allais avoir 18 ans littéralement 2 jours après mon arrivée en France. Donc vraiment, ouais, c'est assez tôt. Surtout quand on ne t'a pas donné ces responsabilités-là dans le passé, tu te retrouves du jour au lendemain en France, seul, tu dois tout faire en fait. Moi perso, mes parents m'ont directement ils sont restés même pas 5 jours, une semaine. Ils m'ont installé dans mon appartement qu'on avait trouvé ensemble quand même, donc ça va. J'ai eu un matelas au sol, un clic-clac et une table. Et ciao, bye bye, on te laisse faire ta vie dans ton nouvel appart et faire tout ce qui va avec. Donc c'est cool, c'était pour me faire prendre mes responsabilités, mais c'est vrai que c'était assez brutal en partant du principe que de base, je ne faisais rien seule, presque rien seule, du coup c'était un gros truc quand même, tu vois. Une fois arrivée en France, qu'est-ce qui se passe? Déjà, la première chose que je peux relever, c'est à quel point j'ai été choquée du choc culturel qu'il y avait entre mais en fait, vous allez me dire, mais c'est normal, tu vois, il y a un choc culturel. Bah non, parce que comme je vous ai expliqué, depuis le tout début, on m'élève comme si j'étais déjà en France. Donc je vous ai parlé de la EFE, c'est vraiment, depuis ma grande section, je suis comme si j'étais en France. Tout se passe comme si j'étais en France. C'est juste que quand je sors, je suis au Maroc. Mais en soi, tout est comme en France. Donc, qu'est-ce qui a pu tant changer? En fait, ça ne s'est pas fait au niveau de mes études, du coup, ça ne s'est pas fait au niveau de... Parce qu'on peut croire que je vais avoir des lacunes, que je... Bah non, parce que comme je vous ai expliqué, le niveau est plus élevé au Maroc. Donc, ça fait que je suis arrivée, j'étais genre, waouh, easy peasy, en vrai, c'est tranquille. Euh, mais en fait, j'ai été choquée de la différence, alors qu'on a été, on nous a inculqué les mêmes choses entre moi et mes amis français. Et ça, ça a été un petit choc. Parce que oui, on a peut-être eu la même éducation, on a peut-être eu, enfin la même éducation, éducation, quand je parle d'éducation, c'est vraiment école, tu vois. On a peut-être eu la même chose à ce niveau-là, mais en tout cas, ce qui se passe à la maison, certes on parle français à la maison, certes enfin tout ça, mais il y a toujours bien sûr le côté marocain qui ne bouge pas. Et en fait, au Maroc, il y a certaines choses qui sont innés chez nous et qui ne le sont pas en France et ça a été hyper dur pour moi de m'adapter à ça. Bien sûr, il n'y a aucune critique dans ce que je dis par rapport au mode de vie des Français ou quoi, il n'y a vraiment aucune galère par rapport à ça. En fait, c'est vraiment juste
vous le savez probablement, c'est ce qu'on dit souvent quand on va au Maroc. Oui, ils ont le cœur sur la main, ils donnent tout, même s'ils n'ont pas autant. Nanana, nanana. Et en fait, ça, je savais pas qu'il y avait, enfin, que c'était autant différent en France. Je vais te sortir des exemples pour illustrer un petit peu ça. C'est des exemples un peu bêtes, mais genre, par exemple, au Maroc, quand tu es invité chez quelqu'un, tu ramènes quelque chose automatiquement parce que tu ne viens pas les mains vides et c'est tout. En France, la première fois quand on m'a appelé ou envoyé un message pour me dire est-ce que tu as besoin de quelque chose? Je prends quelque chose avec moi. J'étais genre, hein? De quoi tu parles? Et c'est des trucs bêtes comme ça, où genre, moi je vais juste donner, donner, donner sans compter aux gens que j'aime parce qu'on m'a élevé comme ça. En France, c'est pour ça qu'on peut avoir tendance à dire ouais les Français sont radins, non, non. Je pense pas que c'est une question de radinerie, je pense que c'est juste que on n'a pas été élevé pareil et que bah, pour vous, vous donnez en fonction de ce que vous avez et peut-être que c'est la chose la plus juste à faire. Mais moi, on m'a toujours élevé en me disant tu donnes, tu donnes, tu donnes tout. Tant que tu as à donner, tu donnes. Et du coup, il y a un décalage qui est énorme par rapport à ça. Et moi, j'ai dû m'adapter à des gens à qui je donnais bah, du coup beaucoup trop, qui me donnaient, bah, j'attendais pas forcément qu'ils me donnent en retour, tu vois, mais c'est juste que derrière, j'avais beaucoup trop rien. Et en fait, j'ai dû m'adapter à ce, ce gap-là qui est, bah, ma foi, énorme. Et en fait, moi, ce côté-là, au début, j'étais genre, waouh, en fait, là, je suis en train de tellement me faire avoir dans tellement de relations où je donne tellement, comparé à ce qu'on me donne derrière, en vrai, c'est trop, tu vois. Et du coup, j'étais genre, ok, non, je vais arrêter, je vais complètement arrêter, je vais changer moi aussi. Et ma soeur m'a dit, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est une qualité chez toi, tu le fais naturellement, donc garde-le. Juste évite de le donner aux personnes qui ne le méritent pas. Et c'est le travail que je suis en train de faire depuis que je suis arrivée, d'essayer de doser aussi dans ce que je donne. Que ce soit, quand je dis donner, c'est pas forcément donner financièrement, hein, pas du tout même, ou matériellement ou quoi que ce soit. C'est aussi donner, donner de son temps, donner de son énergie, donner de tout ça. Nous, c'est quelque chose qui est vraiment inculqué chez nous et que, enfin, personne peut nous l'enlever. Et ici, c'est plus compliqué et du coup, c'est vrai qu'il y a souvent un décalage. Mais avant, je me disais, ouais, c'est pas possible, ces gens-là sont mal polis ou, enfin, je me faisais des conclusions comme ça, alors qu'en fait, faut juste accepter que c'est différent et que bah, j'ai pas été élevée pareil et que c'est à moi aujourd'hui de comprendre et parce que c'est moi qui suis venue dans ce pays-là aussi, donc de mieux comprendre cette culture-là, de l'assimiler et de me dire ok, maintenant moi je vais pas changer ma manière de faire, mais je vais m'adapter. Bref, voilà. Donc c'est vraiment le côté qui pour moi a été le plus flagrant, le plus choquant depuis mon arrivée en France. Ensuite, à côté de tout ce qui est difficulté à s'adapter à la culture plus que je ne pensais, il y a eu aussi des difficultés pour trouver un travail, trouver un logement. Et ça, bah, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre parce qu'encore une fois, bah, comme je vous dis, on nous a poussé à venir ici depuis le début, depuis tout petit, on nous a poussé à venir ici. Donc, bah pourquoi on veut pas de nous ici alors que, bah, enfin tu vois, c'est compliqué. J'ai du mal à comprendre, je peux comprendre bah, qu'il y ait du racisme parce que bah, juste, voilà, le racisme est partout et voilà, il n'y a pas de... Mais en même temps, j'arrive pas à le comprendre parce qu'on nous a dit de venir ici. Donc c'est bizarre, tu vois. Et se rendre compte de tout ça, bah, c'est vrai que c'est très étrange. Euh, ouais, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette partie-là. On peut passer sur le côté recherche d'identité, impact sur l'identité, etc. Au niveau de la recherche d'identité, il y a vraiment une recherche d'identité. Tu arrives dans un pays
où personne ne te connaît, où tu peux littéralement être une autre personne du jour au lendemain. Et moi, ça a été vraiment ma renaissance. Parce que, comme vous le savez, parce que j'en ai déjà parlé sur mon podcast, j'ai déjà fait un épisode dessus, je me suis fait harceler et tout. Donc, après mon harcèlement, j'ai toujours été perçue comme la personne un peu machin. Moi, mon regard sur moi a toujours été basé sur ça aussi. Et du coup, j'avais du mal à prendre un nouveau départ là où j'étais. Donc en fait, le fait d'avoir changé de ville, changé de pays, pardon, complètement, ça a fait qu'il y a eu un changement dans ma vie et dans mon identité complète. Je me suis complètement, comment on dit, pas remodelé, non, refabriqué, bref, il y a eu une renaissance en gros. Et c'est sûr que avec cette renaissance de toute ma personne en fait qui va se trouver parce que là je suis face à moi-même, je suis vraiment seule, je construis ma vie de toute pièce, toute seule et du coup il y a toute une recherche d'identité, il y a tout ça. Il y a aussi un questionnement sur son identité. Et ce questionnement sur son identité, il va amener à un questionnement aussi sur en fait qui je suis euh, dans ma nationalité, dans ma... Comment expliquer En fait, j'ai cette phrase en tête qui est que je ne suis pas assez marocaine quand je suis au Maroc et je ne suis pas française en France. Donc on fait comment? Parce que vous allez me dire, mais pourquoi t'es pas assez marocaine au Maroc? Bah, en fait, on nous a du coup élevés toute notre vie pour être carrément tellement dans les codes français, etc. On est tellement français pour le Maroc, mais en même temps, on n'est tellement pas assez français pour la France. Parce que du coup on est là avec nos titres de séjour, on galère et tout machin, que bah tu sais pas où te placer et il y a vraiment une grosse recherche d'identité sur ça, une grosse réflexion par rapport à ça, que je pense toutes les personnes qui sont parties de leur pays d'origine peuvent avoir, parce que du coup, tu t'es perdu. En même temps, là, ça fait des années que je suis en France, donc je commence à prendre des habitudes, des trucs de la culture en France, en plus de ce que on m'a déjà inculqué quand j'étais au Maroc. Et à côté de ça, je suis toujours marocaine en fait, mais apparemment pas assez pour le Maroc. Mais en même temps, je suis pas mal française là, mais apparemment pas assez pour la France. Bref, c'est un serpent qui se mord la queue et c'est insupportable. Mais c'est là et je pense que toutes les personnes qui, voilà, comme je l'ai dit, passent par là. Bon bref, on a compris. Je vous laisse méditer sur ça. Je pense que vous l'avez vécu aussi. Aussi, quand tu es en France, alors que tu viens du Maroc, tu as énormément d'attentes qui sont sur tes épaules. Beaucoup de personnes attendent des choses de toi. Que ce soit ta famille qui t'a envoyé en France, que ce soit la France qui t'accueille, parce que ça, faut pas l'oublier. Moi, bien sûr, c'est logique que ma famille a des attentes. Elle m'a envoyé quelque part, elle attend à ce que je fasse quelque chose. Tu vois, c'est logique. Mais pourquoi la France attend tant de choses que moi, ah, je sais pas parler, tant de choses de moi, c'est littéralement pour refaire mes papiers, je suis obligée de montrer que j'ai réussi mon année. Je suis obligée, vu que je suis venue avec un visa étudiant, d'aller jusqu'au master sinon je dois changer de comment on appelle ça de statut complètement et je dois trouver une entreprise qui est bien gentille pour me faire un changement de statut et donc me prendre un peu, c'est pas dans l'illégalité mais ça va prendre quand même beaucoup plus de temps et là, à côté de ça on préfère encore une fois prendre je sais pas, Jean-Françoise, ça se dit pas, je pense pas que quelqu'un, peut-être que quelqu'un s'appelle Jean-Françoise, bon bref, on s'en fout, mais on va préférer prendre une Jacqueline que une personne comme moi avec qui il faut galérer autant à faire un changement de statut ou quoi. Donc
la France a énormément d'attentes aussi vis-à-vis de ça et fait comme exprès, on dirait, de tout faire pour que tu dégages en fait. Euh, Parce que du coup, moi, j'entends parler autour de moi de mes amis qui sont genre, ouais, je me cherche un peu en ce moment, je pense que je veux faire une année sabbatique. Moi, je ne peux pas faire d'année sabbatique, ok? Je n'ai pas le droit. J'ai un titre de séjour qui est annuel, que je refais donc tous les ans, dans lequel je dois dire que j'ai réussi mon année, que j'ai réussi ça, que j'ai réussi ci, enfin bref, que j'ai bien un contrat maintenant, je fais bien quelque chose de ma vie. Tout le temps, j'ai des attentes sur moi, tout le temps, tout le temps, tout le temps. En plus des attentes de ma famille, bah, j'ai les attentes du pays qui m'accueille, qui veut absolument que je fasse quelque chose, ce qui est normal. Mais il y a une énorme pression autour de ça et qui est difficilement quand même supportable parce que en plus du fait que tu as énormément de pression sur toi-même déjà, tu dois toujours vérifier que ta situation est à jour, tu dois toujours, tu as les responsabilités de la vie quotidienne que tout le monde a, et en plus de ça, tu as cette pression de te dire tout le temps, faut que je trouve, faut que je fasse quelque chose, faut que machin, et c'est hyper, hyper dur en vrai, c'est une pression constante que tout le monde, tous les étrangers vivent, en France particulièrement, et en vrai, parce que les conditions pour les étrangers en France sont assez strictes quand même, malgré le fait qu'elles soient quand même tranquilles sur plein de points, ça reste quand même assez strict. On se demande pourquoi, quel gouvernement est au pouvoir, bon bref. Mais du coup, ça reste assez compliqué. Voilà, donc ouais. Voilà, je clôt la partie concernant les attentes. Et donc on peut passer à la partie qui parle de la relation que j'ai avec le Maroc aujourd'hui après l'avoir quitté. Donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je préfère la France? Est-ce que je préfère le Maroc? Non, je ne vais pas répondre à cette question. J'aime les deux pays et bien sûr que j'ai mon pays de cœur qui reste le Maroc et il n'y a pas photo, voilà, c'est logique. Maintenant, c'est sûr que le fait d'avoir quitté un pays dans lequel il y a beaucoup de choses, notamment pour la femme qui sont plus strictes, par rapport à la religion aussi qui dirige le pays. En soi, c'est un roi qui est au pouvoir, il y a beaucoup de lois qui sont basées sur le Coran, bref. Donc ça reste quand même beaucoup moins libre qu'en France. On peut dire qu'aujourd'hui, j'ai goûté à la liberté et vous avez l'impression en France de ne pas être assez libre, mais je vous assure que vous l'êtes énormément. Je ne dis pas qu'au Maroc c'est la prison, hein, mais c'est vraiment complètement différent sur plein de points. C'est sûr que je ne me vois pas revivre au Maroc. Et je préfère garder le Maroc comme mon pays de cœur dans lequel je reviens quand il me manque et voilà, mais je ne vois pas de futur là-bas aussi par rapport au fait que c'est un pays qui est moins développé bien sûr, donc au niveau des perspectives d'avenir, au niveau du salaire, au niveau de genre plein de choses, c'est pas compatible, donc voilà, c'est pour ça que personnellement je préfère rester en France. Mais du coup vous devez vous demander, mais ta famille du coup elle est au Maroc, qu'est-ce qui se passe? Il te manque pas, mais comment ça tu veux rester en France et tu veux pas retourner dans ton pays d'origine et tout machin, mais ça va pas ou quoi? Oui, alors tu t'y habitues ça. C'est sûr que ça reste compliqué. J'ai fait tout un épisode sur avoir une relation saine avec sa famille et tout. Donc pour moi, ma relation avec ma famille elle s'est construite. Euh, Même mieux après que je sois partie. Donc, tu vois, c'est encore différent, mais moi, mes parents, le fait de les avoir loin de moi, ça crée une relation qui est différente et plus forte, du coup, et plus saine aussi que de les voir tous les jours, tout le temps. Il y a quelque chose qui change aussi par rapport à ça. Je dis pas, j'adore mes parents, je pourrais les voir tous les jours et tout, il n'y a pas de souci. Mais c'est sûr que le fait que ce soit différent à ce niveau-là, ça crée une relation qui est différente et qui peut être quand même plus saine
parce que du coup, waouh, quand je les revois, c'est magique. Quand ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, quand ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé, quand ça fait... Enfin bref, tu vois, c'est... Et aujourd'hui, bah, avec mes parents, on se parle principalement par message et tout. On peut s'appeler de temps en temps, mais genre, ça reste quand même pas mal limité, parce qu'ils savent que j'ai ma vie ici et que eux, ils ont la leur là-bas. Et puis voilà. Mais après, il y a quand même des moments où je reviens au Maroc, mais euh, c'est pas pour des très longues durées non plus, pour des raisons personnelles, bref. Du coup, ouais, j'ai eu quand même un regard différent sur le Maroc maintenant que je l'ai quitté. Euh, Parce que, ouais, comme je l'ai dit, je me suis rendu compte de la différence qu'il y avait. Je me suis rendu compte bah, autant du côté positif que des côtés positifs que des côtés négatifs. Et j'arrive vraiment à me faire mon avis aujourd'hui sur le fait de vivre au Maroc, tu vois. Et je pense que je peux me faire aussi mon avis sur le fait de vivre en France parce que je l'ai découvert, tu vois ce que je veux dire. Bref. En tout cas, moi, cet épisode de podcast, il n'est pas là que pour parler de mon expérience. Il est là également pour vous donner des conseils sur bah, si vous voulez partir aussi, à quoi vous pouvez vous attendre, quels conseils j'ai à vous donner en gros. Donc là, à quoi vous pouvez vous attendre, vous l'avez sur le début de l'épisode. Maintenant, qu'est-ce que je vous conseille? Déjà, le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de vous ouvrir, de vous mélanger en fait. Euh, Moi, j'ai vu plein de personnes qui sont parties du Maroc et qui sont restées que entre Marocains. C'est cool en soi, il n'y a pas de souci, vous restez dans votre confort. Le problème, c'est que vous n'allez pas apprendre en fait. C'est comme si vous étiez resté là-bas. Donc en soi, je vois pas trop d'intérêt à ça. Après, c'est un sujet qui peut se discuter, hein, bien sûr. Mais moi, je trouve que c'est beaucoup plus enrichissant de se mélanger et d'apprendre vraiment la culture dans laquelle tu es. C'est comme, là, tu vois, je prends l'exemple du Maroc, mais en soi, c'est comme si tu partais en Angleterre et que tu parlais que français. Et que tu restais que avec des Français et que machin, bah tu vas rien apprendre en fait là-bas, tu vois. Là, c'est la même chose. Faut juste s'ouvrir et réussir à se mélanger. Et ça, faut pas avoir peur de la paperasse. La paperasse, il va y en avoir dans tous les cas. Faut être en paix avec ça, ok? Faut pas que ce soit un blocage à votre départ. Dans tous les cas, ça va être plus compliqué pour vous. Vous êtes étranger, ça va être un challenge de tout le temps être régulier sur ses papiers, sur ses machins et tout. Et je suis la personne la plus bordélique du monde, vraiment. Je suis la personne qui tient le moins ses trucs. Enfin, genre, dès que ça parle d'administratif et tout, c'est une grosse phobie. Mais c'est pas pour autant que j'arrive à m'y tenir parce que dans tous les cas, c'est obligatoire et dans tous les cas, voilà, t'as pas d'autre choix. Donc, faut pas que ce soit un blocage et il faut essayer de se renseigner un maximum pour comprendre ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire, etc. Parce que dans des pays bah, comme en France, c'est pas écrit noir sur blanc, faut un peu chercher. Voilà. N'hésitez pas à me poser des questions aussi sur Insta si vous avez besoin, voilà, bon, au cas où. Euh, ouais, une dernière chose que j'ai à vous conseiller, malgré le racisme, malgré tout ça, les difficultés à trouver un emploi, et nanani, nanana, bref, n'hésitez pas à le mentionner. N'hésitez pas à mentionner votre biculturalité parce que dans tous les cas, c'est un atout et dans tous les cas, c'est quelque chose en plus. Toute personne qui ne l'acceptera pas est simplement raciste, mais moi, ça m'a aidé à trouver différents jobs, hein, ça m'a aidé à me démarquer. Quand on me pose la question pourquoi vous et pas les autres, je réponds parce que je viens de deux cultures différentes, pardon, j'ai beaucoup de choses à apporter et ça fait ma différence aussi, tu vois, et ça fait un atout, un avantage. Donc, c'est quelque chose que je vous conseille à 100%, que ce soit au travail, face à des gens. Dans tous les cas, ça va vous permettre de faire le tri. Donc, c'est top. Et à côté de ça, ça peut énormément vous apporter de faire ça. Donc, je vous le recommande à 10 000%.
Bref, j'espère que je ne me suis pas trop éparpillée dans cet épisode. J'espère qu'il ne va pas trop dans tous les sens parce que j'ai essayé de garder une ligne directive et je pourrais en parler pendant des heures et c'est un épisode qui est même plus long que d'habitude, je pense. Attends, je vérifie. Ouais, là, ça fait une demi-heure que je parle. Je suis asséchée, j'en peux plus. C'est bon. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me poser des questions sur Instagram ou n'importe. C'est Rivita Erk. Voilà, et bah, on se retrouve dans quelques jours ou la semaine prochaine, je ne sais pas, je suis trop irrégulière, pour un nouvel épisode. Voilà, gros bisous.